Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. Vous avez un nouveau message. Ouais, salut Louis, c'est Antoine. Dis-moi, je t'appelle pour te dire qu'on a bien rendez-vous ce soir à 18h avec Aude Kaufmann, qui est directrice du GETH, qui est une asso qui favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Donc on a rendez-vous ce soir à 18h. Je t'enverrai l'adresse, là, dans une usine, dans un atelier, donc il n'y aura pas grand monde. On sera tranquille pour passer un moment avec elle. Donc écoute, je t'envoie tout par SMS et on se voit tout à l'heure. Allez, salut, ciao. Bonjour Aude. Bonjour Louis, bonjour Antoine. Alors Aude, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Aude Kaufmann, je suis directrice du GETH, Groupement d'employeurs pour travailleurs handicapés. Et plus généralement, je travaille dans le secteur du handicap depuis une quinzaine d'années. Je suis spécialiste des ressources humaines et des organisations à taille humaine. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai travaillé dans pas mal d'organisations, dans la fonction publique, dans des entreprises. Et quand je suis arrivée en Rhône-Alpes, en fait, j'ai travaillé dans une clinique à Grenoble. Et depuis, j'ai toujours continué à travailler en fait dans le secteur associatif, et assez rapidement je me suis retrouvée dans le secteur du handicap où j'avais des fonctions de responsable RH et de suivi des dossiers avec les organismes de référence des institutions en fait, qui étaient l'ARS pour un ESAT et la direction départementale du travail comme une entreprise adaptée. Voilà, ce qui m'a conduite vraiment à travailler dans le secteur du handicap, et c'est vraiment un fil rouge depuis que je suis toute petite, c'est vraiment mon attrait pour la différence, pour les gens différents. En fait, c'est ce qui me suit depuis toujours et qui fait que j'ai été attirée par ce secteur-là pour pouvoir permettre à chacun en fait d'avoir une vie comme tout le monde. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous présenter le GETH, s'il vous plaît ? Oui, alors le GETH, c'est un groupement d'employeurs qui est dédié à l'emploi durable des personnes en situation de handicap. C'est donc une organisation du milieu ordinaire de travail. J'évoquais les ESAT et les entreprises adaptées. Là, le GETH, c'est vraiment une organisation à part. Notre spécificité, c'est qu'on recrute uniquement des personnes en situation de handicap. On les met à disposition au cœur des entreprises, du bassin de l'Isère et du Rhône depuis 2022. Et notre valeur ajoutée, c'est de les accompagner au cours de leur emploi en fait, dans les entreprises. Les entreprises sont adhérentes à notre groupement d'employeurs. Historiquement, et depuis 15 ans, le GETH a fêté ses 15 ans. Le GETH est implanté à Voiron, dans nos locaux, à Champfeuillet. C'est vraiment les premiers locaux, et là où le GETH est resté ancré depuis son lancement. On travaille pour des entreprises, quel que soit le secteur d'activité, mais historiquement, le GETH s'est créé sur un projet emploi-formation avec des grands groupes de l'industrie. Et notre activité, elle est très colorée par le bassin d'emploi dans lequel on est implanté depuis 15 ans, donc l'industrie. Et que ce soit dans le pays voironnais ou même jusqu'aux portes du Grésivaudan, on travaille avec beaucoup d'industries, effectivement, du territoire. Alors Aude, pour continuer notre conversation, est-ce que vous pourriez nous définir la notion de handicap de manière générale, mais aussi dans le monde du travail ? Le handicap, en fait, a été reconnu, défini par la loi du 11 février 2005, qui est vraiment une loi très importante et qui a réformé la prise en compte du handicap, notamment dans l'emploi, puisque le GETH, c'est ce qui nous intéresse. Et en fait, le handicap, c'est tout ce qui va limiter, restreindre la participation à la vie en société, dans un environnement,
d'une personne en raison d'une altération, qu'elle soit durable ou pas, d'une fonction physique, sensorielle, mentale, psychique ou cognitive. Ça peut être un handicap associé, un polyhandicap, une association de plusieurs handicaps, ou alors un trouble de santé qui va en fait être invalidant. Donc c'est comme ça que le handicap aujourd'hui il est défini au regard de la loi. Historiquement, le handicap, en fait, on trouve au niveau étymologique son origine dans une expression anglaise qui est hand in caps, qui signifie la main dans le chapeau. En fait, c'était à l'occasion d'échanges de biens entre deux personnes, il fallait rétablir une égalité de valeur en fait entre ce qu'on donnait et ce qu'on recevait. Et donc, on mettait une somme d'argent dans un chapeau pour rétablir cette équité-là dans le cadre d'un troc. Et puis, l'expression, en fait, elle s'est progressivement transformée en un mot, handicap, et appliquée au domaine sportif, notamment dans les courses de chevaux. L'idée, c'était de donner autant de chance à tous les concurrents en imposant des difficultés supplémentaires aux meilleurs chevaux. Et en fait, le premier texte en fait, qui a pris en compte et qui a considéré que les accidents de travail devaient être indemnisés, il date de la fin du 19e siècle. Et ce qui a ensuite aussi accéléré la prise en compte du handicap, c'est la Première Guerre mondiale, en fait, avec les gueules cassées. Et là, le handicap a pris une connotation plus négative qui a engendré tous les stéréotypes qu'on peut connaître aujourd'hui et qui se sont développés. Donc c'est une personne handicapée, une personne qui a une caractéristique dévalorisante qui découle d'une incapacité ou d'une déficience qui pourrait se retrouver en situation de handicap au cours de sa vie professionnelle, de manière temporaire ou définitive en fait, parce qu'on peut se retrouver alité pendant 3 mois, ou alors on peut avoir une maladie invalidante et se retrouver en situation de handicap de manière plus durable. Et en fait, c'est les conséquences sur l'emploi qui sont variables en fonction du handicap et de l'emploi occupé, que ce soit un handicap physique ou un handicap psychique. Et donc ça peut nous conduire à revoir notre projet professionnel. Ça, c'est la situation de la moitié des personnes qu'on accompagne au GETH. On peut avoir une inaptitude du médecin du travail en fonction du poste, et l'inaptitude elle est en général elle est rattachée à un poste en particulier, ou elle peut être plus globale en fait. Vous avez parlé de stéréotypes qu'on se fait parfois sur le handicap. Est-ce que vous pourriez nous donner les différentes typologies de handicap ? La loi justement de 2005, elle propose 6 typologies de handicap. Il y a le handicap moteur. On va retrouver tous les troubles qui peuvent entraîner une atteinte totale ou partielle de la mobilité des 4 membres. Ça correspond à peu près 45% des handicaps. On a les maladies invalidantes. C'est 20% des handicaps. Et donc ça, ce sont des troubles de la santé qui peuvent atteindre des organes internes vitaux, le cœur, les reins, les poumons. Par exemple, l'insuffisance respiratoire. Il y a des maladies comme la mucoviscidose. Il y a eu le Téléthon là en décembre. Des insuffisances cardiaques, des insuffisances immunitaires, des cancers, de l'hypertension. Tout ça, ce sont des maladies en fait invalidantes. Il y a aussi le diabète, des allergies, certains troubles musculo-squelettiques, des douleurs articulaires, et des personnes qui sont en retour aussi de cancer, de traitement pour le cancer, notamment les femmes qui ont eu le cancer du sein. Un autre handicap qui est représenté, c'est le handicap psychique. C'est 13% environ des personnes en situation de handicap reconnues. Et donc le handicap psychique, c'est quoi ? C'est une pathologie mentale en fait qui va entraîner des troubles mentaux, affectifs, émotionnels, des perturbations de la personnalité, mais qui vont pas avoir des conséquences sur les fonctions intellectuelles, mais qui peuvent avoir des conséquences sur la capacité à mobiliser ces fonctions intellectuelles. Donc ça, ce sont des pathologies telles que la schizophrénie, des troubles bipolaires, ce qu'on peut appeler plus communément des maladies psy. Donc ça peut être des dépressions, des troubles anxieux.
Un autre type de handicap, c'est le handicap auditif. Donc c'est une perte partielle ou totale du sens de l'ouïe. Ça peut être une surdité légère, sévère ou profonde, mais ça peut être aussi des acouphènes. Donc quand on entend un bruit, ou alors une hyperacousie, c'est-à-dire une hypersensibilité en fait auditive. Il y a le handicap mental. Donc le handicap mental, c'est 7% des handicaps. Et on retrouve ici principalement la trisomie 21, les polyhandicaps. C'est une déficience des fonctions mentales et intellectuelles. Donc dans le handicap mental, il y a aussi le handicap cognitif. Donc des difficultés de réflexion, de compréhension et de conceptualisation, des problèmes d'expression et de communication. On retrouve aussi l'hyperactivité dans ce type de handicap. Et enfin, le handicap visuel. Donc ça, c'est 5%. Donc c'est une perte partielle ou totale de l'acuité visuelle. Donc la cécité, la malvoyance. On a aussi le daltonisme ou le strabisme. Et, voilà, d'une manière générale, le handicap peut être passager, définitif ou apparaître soudainement. Effectivement, quand on est avec une surdité profonde, c'est un handicap qui peut vraiment exister tout au long de la vie, même si on peut être appareillé, on peut avoir des compensations justement. La commission, la CDAPH, donc la commission de la MDA, va attribuer des notifications aux personnes en fonction de leur situation actuelle. Elle peut accorder une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans ou alors à vie. Aujourd'hui aussi, elle peut attribuer cette notification pour toute la vie, parce qu'en fait, le handicap ne va pas se modifier avec le temps, ou alors pour une durée de 4 ans, 5 ans, et ensuite réétudier la situation de la personne pour voir si son état a évolué et est-ce qu'elle est encore en situation de handicap au regard de l'emploi. D'accord. Alors, moi je trouve que c'est très troublant, parce qu'on a parfois des clichés sur les personnes en situation de handicap, mais on se rend compte, quand on prend de la hauteur, qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés, ou qui le seront, de manière temporaire ou définitive, à différents degrés. Alors un exemple, c'est les problèmes de vue, en tout cas le handicap visuel. On compense avec des lunettes, et aujourd'hui c'est tout à fait accepté en société. Donc on a cette sensation qu'on cristallise en fait une situation de handicap par le biais administratif quand on est confronté au monde du travail ou dans le monde de tous les jours. On a parlé de compensation. Est-ce que vous pourriez effectivement nous donner la différence qu'il y a entre l'égalité et l'équité ? Il y a cette idée de compensation en fait. Effectivement, pour donner un exemple, ça rejoint le principe de l'égalité et de l'équité. En fait, si vous jouez avec vos enfants au ballon, ou vous faites la course avec vos enfants, si vous mettez sur la même ligne de départ avec votre enfant de 3 ans, de 7 ans et 10 ans et vous, en fait, quelque part, vous allez être avantagés, vos enfants plus jeunes vont être en situation de handicap par rapport à vous. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de compenser, et par exemple, sur cette image-là, de faire une course avec ses enfants, de dire, tiens, la plus jeune va aller devant, ensuite celui qui vient un peu plus loin, et de rétablir en fait une égalité par compensation. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un de vos salariés qui est en situation de handicap ? Oui, je peux vous donner un exemple concret. Alors, un exemple là très actuel d'un de nos salariés qui va être embauché là en CDI à la fin du mois de janvier dans une entreprise dans laquelle il travaille depuis longtemps. Et ça, c'était vraiment son souhait le plus cher. Donc ça, c'était la bonne nouvelle, le cadeau de Noël de fin d'année. Ensuite, une autre success story pour illustrer, c'est un monsieur qui a eu en fait un accident de travail. Il travaillait dans le BTP, il est tombé d'un échafaudage. Et donc il s'est blessé physiquement, mais il s'est aussi blessé psychiquement en fait. Il a décompensé, comme on peut dire dans le jargon, et il s'est retrouvé en situation de vulnérabilité psychique à la suite de cet accident. Ça l'a vraiment fragilisé dans sa vie.
Et il était plus possible pour lui d'exercer son métier dans le bâtiment, à la fois pour des raisons physiques, mais aussi pour des raisons psychiques, parce qu'en fait, il avait une appréhension et ça l'a vraiment secoué. Donc ce monsieur, il avait une expérience dans le BTP, sur des échafaudages, il a rejoint un programme de formation, le programme FIAM, qui l'a accompagné dans une entreprise pour se former à des métiers dans l'industrie, donc type conducteur de travaux, conducteur de machines automatisées, opérateur de production dans les industries telles qu'on les connaît bien dans notre bassin d'emploi. Et à la suite de cette immersion, qui s'est pas conclue par un contrat dans l'entreprise, nous on l'a rencontré. Et on l'a proposé à nos adhérents qui recherchaient des postes d'opérateurs de production en industrie. Et ce monsieur, en fait, a été embauché pour une première mission de mise à disposition dans une de nos entreprises adhérentes. Et il avait besoin vraiment d'être dans un environnement, je dirais, bienveillant, dans le sens premier du terme. C'est un mot qui peut être assez galvaudé, mais vraiment qu'on prenne le temps de l'accompagner dans cette nouvelle entreprise, parce que tout ce qui a accompagné aussi son accident, c'est une vulnérabilité, une grosse remise en question. C'est aussi faire le deuil, en fait, faire le deuil de son métier d'origine, avoir la force de se reconvertir. Ça demande vraiment des capacités d'adaptation, de la résilience. C'est vraiment... ce sont des personnes qui ont des parcours professionnels chaotiques, mais avec une volonté de travailler, une motivation qui est assez exceptionnelle, et je trouve que c'est vraiment des choses à mettre en lumière, parce que ça combat justement tous les préjugés qu'on peut avoir, tels que vous évoquiez. Oui, on est en situation de handicap, les personnes en situation de handicap vont être malades. Non, pas du tout. Mais elles ont une telle volonté de travailler, en tout cas celles que nous on rencontre, que c'est vraiment, ça leur permet de déplacer des montagnes. Pour finir, donc sur ce monsieur, en fait, il a été embauché au GETH, sa mission a été renouvelée, il était embauché en CDI dans l'entreprise, il y est toujours et ça se passe très bien. Et c'est un monsieur qui avait vraiment besoin de sécurité. Et donc il vivait très mal le fait de ne pas trouver de contrat durable. Parce qu'en situation de handicap, il se disait c'est à cause de mon handicap en fait. Et en fait là, il a pu voir que grâce à ses compétences, en fait, il a trouvé un job en CDI et il a quitté le GETH pour être embauché en CDI dans cette entreprise. Et il y est toujours. Ah, donc, c'est top. Est-ce que vous pourriez nous parler donc de cette notion de travail ? C'est vrai que la notion du travail, elle est vraiment très observée aujourd'hui et réinvestie depuis la crise du Covid, et aussi avec l'arrivée des nouvelles générations en fait sur le marché de l'emploi. Donc la place du travail dans la vie, on se questionne en fait. Le travail, il reste quand même structurant et il participe à la vie sociale et citoyenne des individus. Et les modes d'exercice de l'activité professionnelle sont variés et évoluent, mais bon, on peut quand même constater que il n'y a pas de révolution non plus avec l'arrivée du télétravail, parce que en fait, ça concerne qu'une partie des actifs, ces modes de travail hybrides. Et il y a une enquête là de Malakoff Humanis qui là en 2023 qui montre qu'il y a un tiers des salariés français qui pratiquent le télétravail au moins une fois par semaine. Alors, en fait, en réalité, il y a plus de personnes qui ont accès au télétravail aujourd'hui depuis la crise Covid, mais la majorité des Français, en fait, n'ont jamais recours au télétravail, et principalement à cause de l'exercice des métiers qui s'y prêtent pas. Et en fait, nous, au GETH, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie, en travail posté, sur des postes d'opérateurs de production, en maintenance. C'est pas des métiers sur lesquels on peut être en télétravail. Et parallèlement à ça aussi, le handicap, on parlait tout à l'heure de toutes les typologies de handicap, mais le handicap de naissance, c'est un peu moins de 20% des personnes en situation de handicap. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, on se retrouve en situation de handicap au cours de sa vie, que ce soit d'une origine
professionnelle, un accident de travail, une maladie professionnelle ou autre chose, une dépression, un accident. Et en fait, nous, au GETH, aussi le public qu'on a, nous, c'est des personnes en reconversion et la moyenne d'âge, c'est 47 ans. Donc, d'un point de vue sociologique, démographique, on est plutôt sur des personnes que les jeunes pourraient qualifier aujourd'hui de boomers. Et des personnes qui donc rebondissent à la suite d'une situation de handicap et qui sont vraiment désireuses de travailler, pour lesquelles le travail est structurant. Le travail reste structurant et reste en fait une image sociale qu'on envoie, où qu'on aille, quand on rencontre des gens, on nous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça reste quand même quelque chose de fort. Alors après, chacun est libre de répondre à ce qu'il souhaite, à qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais à ce qu'il veut. Mais en général, ça tourne vraiment autour de l'activité professionnelle. Donc voilà, même si nous, en fait, par le prisme du GETH et des personnes qu'on accompagne en emploi, on a vraiment des personnes qui sont très motivées et désireuses de travailler. Enfin, vous imaginez, avec le parcours qu'elles ont pu avoir, elles sont vraiment motivées, elles sont et résilientes quoi, pour trouver du job. Mais il y a des lois en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a l'obligation d'emploi, je l'ai évoqué tout à l'heure, les 6%. Il y a les services publics de l'emploi, Cap Emploi aussi, qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans la définition d'un projet professionnel et dans l'accès à l'emploi. Mais le chômage des personnes en situation de handicap, même s'il a diminué et qu'il atteint là son plus bas niveau depuis 8 ans, il est toujours à quasiment 2 fois plus élevé que celui de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc ça reste quand même une difficulté d'accès à l'emploi. Et il y a à peu près 30% des entreprises qui remplissent leur obligation d'emploi de 6% des effectifs. Et près de 70% des entreprises qui embauchent au moins directement une personne en situation de handicap. Donc voilà, la présence de personnes, de travailleurs handicapés au sein des entreprises, elle est là, mais elle n'est pas encore suffisante au regard de ce que prévoit la loi et au regard d'une société plus inclusive d'une manière générale. Oui, alors comme vous dites, il y a des bons élèves et des moins bons élèves, mais en tout cas, peut-être est-ce qu'il y a une dynamique des entreprises à embaucher davantage de personnes en situation de handicap. Et notamment, je voulais vous poser la question sur la notion de RSE. On voit beaucoup d'entreprises effectivement qui mettent en avant leur stratégie RSE. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de la RSE ? Aujourd'hui, la RSE, c'est très souvent représenté par l'environnement, le respect de l'environnement, la prise en compte en fait de l'impact du réchauffement climatique et de nos modes de vie en fait sur notre planète. Mais la RSE, c'est aussi tout ce qui est justement diversité, l'impact social, donc la prise en compte en fait des différences chez les personnes et chez les collaborateurs dans les entreprises. Parce que la diversité, moi je suis spécialiste, on va dire, du handicap au travail, mais il y a d'autres types de diversité. Il y a des personnes qui arrivent sur le territoire, qui ne maîtrisent pas la langue française. Il y a la parité entre les hommes et les femmes dans les secteurs d'activité au travail, l'égalité des traitements salarial, à laquelle on n'est toujours pas arrivé aujourd'hui en 2024. C'est vraiment la RSE, ça prend en compte, je dirais, tout ce qui est une dominante sociétale et sociétale, un peu périphérique dans l'entreprise. Alors j'espère qu'on pourra dans quelques instants reparler du monde de l'entreprise, mais avec Louis, on a rencontré Bruno, Pierre, et on a abordé le Covid. Donc qui a eu un impact, et qui a toujours un impact économique, social. Mais ma question, Aude, c'était, selon vous, est-ce que le Covid a eu un impact sur la santé mentale des gens ?
on parlait d'handicap psy, mais est-ce que effectivement ce Covid il a eu un impact sur les personnes en situation de handicap, mais aussi de manière générale dans le monde du travail, mais aussi dans la vie de tous les jours? Le Covid et la santé mentale dans le contexte actuel, ben oui, alors la santé mentale au travail, on parle de stress, on parle de burn-out, de risques psychosociaux, de troubles psychiques, de handicap psychique. Il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour décrire ce qu'on peut appeler plus globalement les problèmes de santé mentale dans l'emploi. Et la santé mentale, elle est prise en compte par les entreprises dans le cadre de la prévention des risques notamment. C'est réglementaire, c'est inscrit dans le Code du travail, mais pas uniquement. Il y a une prise de conscience des organisations, mais il y a une vraie dégradation de la santé mentale depuis la crise sanitaire, en général et au travail. Et en fait, je crois qu'on a tendance à oublier que cette crise qui était inédite, elle nous a profondément marqués et elle a profondément modifié nos comportements et nos libertés aussi. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a un appel d'air vers l'avant, vers le futur, vers d'autres choses possibles, mais le Covid, en fait, la crise Covid, c'est très très récent. C'est encore aujourd'hui présent et ça a des impacts sur la santé mentale des jeunes notamment, qui ont été mesurés et qui se sont retrouvés vraiment en difficulté, en fragilité sur la classe d'âge des 16-25 ans, qui ont été quand même privés d'être au contact de leurs pères, de leurs amis, pères PAIRS, pendant cette période de Covid. Donc moi j'ai tendance à penser qu'on essaye de tourner la page un peu rapidement de ce chapitre, mais que c'est encore présent. Et nous, au GETH, on le voit, ça se répercute sur l'accompagnement de nos salariés, parce que depuis la crise Covid, alors on a eu des salariés qui étaient effectivement en difficulté par rapport à leur situation de santé, qui étaient apeurés aussi, et de se dire, si je vais travailler, vu la pathologie que j'ai, est-ce que je vais pas me mettre en danger ? Donc ça, c'était compliqué. Il y a eu un phénomène de retrait aussi, des gens qui sont moi là, tant qu'on est dans la crise sanitaire, là, moi vu le problème que j'ai, moi je vais pas chercher du job. Donc ça, d'après les dernières statistiques de l'emploi, ça a été rétabli depuis à peu près 6 mois seulement, ce comportement de retrait. Ça a affecté l'emploi, ça a affecté la santé mentale des personnes d'un point de vue global. Ça reste assez récent. Et la santé mentale, en parallèle de ça, ou plutôt le handicap psychique, lorsque la santé mentale elle est dégradée, ça subit de nombreux préjugés qui peuvent aussi quelquefois être attisés par les médias. Ça, moi je l'ai vécu il y a une quinzaine d'années, même plus récemment, quand je travaillais au contact de personnes qui avaient des troubles psy, et que les médias mettaient en lumière un fait divers avec un schizophrène ou un psychotique qui était passé à l'acte, alors que ça reste excessivement rare en fait. Donc il y a une perception dégradée de ce type de handicap, alors même qu'aujourd'hui la santé mentale des personnes s'est dégradée, et que au cours d'une vie, il y a à peu près une personne sur 5 en fait qui souffrira d'un épisode dépressif. Donc c'est quand même beaucoup, une personne sur 5. Ça fait partie des handicaps invisibles. Il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Et quand on se casse une jambe ou un bras, personne ne remet en cause le handicap que ça induit par cet accident, et encore moins la volonté de s'en sortir. On a un plâtre, on va chez le kiné, on fait notre rééduque. Mais en fait, quand il s'agit de la santé mentale, c'est pas du tout le cas. Ça va être, ah oui, mais ça se voit pas, ah mais il pourrait faire un effort quand même, faut se prendre en main. Non, en fait, c'est une vraie maladie, c'est une vraie pathologie. Il y a des médecins qui sont là pour accompagner et soigner les personnes qui en souffrent. Donc, alors il y a du mieux, parce qu'il y a une formation de premier secours en santé mentale qui existe aujourd'hui. C'est vraiment une bonne chose, et ça montre que la perception évolue. Ouais, parce que c'est dur à déceler entre une maladie, une pathologie psy, une humeur, une personnalité. C'est assez diffus tout ça, parce que dans la société, dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans un handicap ?
et qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui passent sous les radars, j'allais dire. Et pour revenir notamment au monde de l'entreprise, je vous ai coupé tout à l'heure, est-ce que vous pourriez nous parler effectivement de cette nouvelle dynamique des entreprises ? Au niveau des entreprises, il y a des belles avancées vraiment ces dernières années, une implication des entreprises qui ont vraiment vu un intérêt à travailler sur les questions d'inclusion et de diversité. Comme le montrent certaines études, l'inclusion au sens large a des répercussions positives sur la performance des entreprises. Je l'ai dit, moi je l'ai expérimenté à plusieurs reprises concrètement en ESAT et en entreprise adaptée. Et ces organisations, elles expérimentent et elles bousculent leur façon de faire en fonction des capacités de leur personnel, et elles sont créatives. Et donc ça peut leur permettre d'atteindre et même de dépasser les performances des secteurs d'activité classiques. Et l'inclusion, en fait, ça concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap. La diversité en entreprise, d'une manière générale, c'est une source de richesse, que ce soit des richesses humaines ou de la performance, en fait. C'est une ouverture d'esprit et une ouverture sur le monde qui est essentielle au vivre ensemble et à la préservation de notre écosystème, en fait, sous tous ces aspects. Ce qui me questionne, moi, aujourd'hui, c'est la question du collectif, en fait, et de la solidarité auquel je suis très attachée. Et donc, je fais le vœu qu'avec une société plus inclusive, on retrouvera un souffle et un nouveau souffle dans le collectif. Oui, alors ça va aussi, notamment avec les nouveaux modèles de management qui arriveront plus tard. Et je reviens juste, Aude, sur les lunettes. Parce que je crois que les lunettes, l'invention, c'était sûrement au Moyen-Âge, je pense. Ceux qui avaient des myopies sévères, ça devait être très compliqué. Aujourd'hui, on voit que les lunettes, c'est quasiment un accessoire de mode. On voit aussi sur la chirurgie des interventions sur le strabisme et autres. Donc on peut se dire que la recherche avance, notamment sur les maladies, je pense notamment au cancer. Les neurosciences aussi sont en plein développement, donc on pourra peut-être prévenir ou guérir dans les prochaines décennies des maladies psy. La chirurgie, on en parlait, notamment avec les prothèses et autres. Donc les accidents de la vie seront toujours là, mais la notion de compensation va sûrement évoluer pour les personnes en situation de handicap. Alors, est-ce que ce siècle ou le prochain siècle verra la fin du handicap ? Alors, c'est un peu une science-fiction, une question un peu science-fiction parce que il y a d'autres enjeux autour. Mais ma question, Aude, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le progrès technique et technologique et la notion de handicap, et notamment importante pour les décennies qui arrivent ? Quand j'ai commencé à travailler dans le handicap, moi, on m'a dit que l'autisme, c'était un handicap psy. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le même discours. C'est-à-dire que la recherche a avancé sur ce handicap. En fait, il s'avère que c'est pas un trouble psychique, en fait, les troubles du spectre autistique. Et donc en fait c'est sans arrêt en évolution, en questionnement. Aujourd'hui on parle aussi des troubles d'hyperactivité, des troubles 10. Donc en fait la société elle évolue, la perception, les études scientifiques sur les différentes natures de handicap évolue et se précise et avance, et c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, nombreuses avancées technologiques ou même en domotique, en fait, elles viennent de solutions qui ont été imaginées pour compenser des difficultés de personnes en situation de handicap. La télécommande, c'était pas parce qu'on avait la flemme de sortir de notre canapé, c'est parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient plus se lever. Donc c'est pour ça que ça a été inventé. Les lumières qui s'allument automatiquement quand on rentre dans une pièce, des tas de choses en fait sont des inventions pour trouver une solution pour des personnes en difficulté et qui en fait aujourd'hui sont monnaie courante et font partie de notre quotidien. Donc ça va continuer de se poursuivre, ça c'est certain,
Et pour autant, la situation de handicap, du coup, les situations vont peut-être évoluer. Peut-être que dans 100 ans, on n'aura plus les mêmes typologies de handicap telles qu'ont été définies par la loi du 11 février 2005. Alors c'est plutôt positif ce qui nous attend. Aude, on a un peu abordé cette question tout à l'heure, mais pour finir, quel est votre souhait pour l'avenir ? Mon souhait, ce serait vraiment de convaincre les entreprises de faire travailler, d'embaucher des personnes en situation de handicap et de les convaincre de la pugnacité et de la capacité de rebond, de résilience des personnes en situation de handicap, de leur faire confiance. Et nous, on est là, en fait, au GETH pour leur donner cette confiance-là par la mise à disposition, pour leur montrer qu'en fait, c'est possible. Et par l'intermédiaire de la mise à disposition aussi, on permet de sensibiliser leur collectif de travail et participer à leur ouverture d'esprit. Donc, c'est vraiment un projet dans lequel je suis convaincue et que j'ai à cœur de transmettre. Alors Louis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais chez moi, ça fait naître un sentiment d'humilité face à la résilience de certains, à l'acceptation aussi. Alors on peut se dire que ça peut arriver à tout le monde. Et la notion de compensation, elle dépend de l'époque, on l'a vu, mais aussi elle peut dépendre des pays, elle peut dépendre de pas mal de choses. En tout cas, bravo. Bravo pour ce que vous faites au quotidien. Alors, on va rencontrer avec Louis la prochaine fois Serge Pappagalli. Et j'espère qu'on abordera les nouvelles technologies, le futur, et notamment dans le monde du spectacle, avec les hologrammes, l'intelligence artificielle, faire revenir des morts, vous vous rendez compte, dans des films. Est-ce que vous auriez une question à lui poser, par tout hasard ? Une question à Serge Pappagalli, que je salue. Est-ce que vos spectacles ont déjà fait l'objet d'audio-description pour des personnes qui souffrent de handicap visuel ? Mais on lui posera la question. Merci Aude. Merci Antoine et merci Louis. À bientôt. Au revoir.